Bonjour, bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis Diz de Pépitor et on se retrouve comme toutes les semaines pour un débrief sur les cryptos. Comme d'habitude, donc on va voir les graphes du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, de l'Atom, du Phantom, de l'e-Gold, de la VAX. Le Luna, c'est fini. On verra le Sand également, le DOT et on finira par le Matic. Et je vais même rajouter le KSM cette semaine car le Luna est sorti, donc on va rajouter une petite crypto qui est le KSM. Je vous rappelle un peu l'environnement. La semaine dernière, on avait eu une grosse attaque baissière, même une grosse attaque baissière pendant 2 semaines due à la faillite entre guillemets du Luna. Je vous remets à la vidéo de la semaine dernière où je vous expliquais un peu que le Luna, le créateur du Luna, donc Noah, avait un peu provoqué des milliardaires pour leur dire que son stablecoin, l'UST, était à preuve de toutes les attaques. Il s'est fait attaquer et il a perdu. Donc le Luna est descendu à 0,000001. Il est sorti de la cote sur Binance. J'ai pas suivi sur FTX ou sur les autres exchanges centralisés, mais sur Binance, il n'existe plus, donc on n'en parle plus, voilà. Et apparemment, j'ai entendu dire que le fondateur de Luna va sortir un nouveau écosystème qui est un peu comme Terra, ce sera le nouveau Terra. Donc à suivre de près, je vous tiens au courant. Voilà, donc on passe tout de suite sur les graphes. On va commencer comme d'habitude avec le Bitcoin en hebdo. Donc le Bitcoin en hebdo, un petit rappel, bull run fin 2017 qui nous donne un énorme résistance support à 19 798. Je vous rappelle, ce support, c'est en cas de catastrophe, ce sera le gros support long terme sur le Bitcoin, si jamais on casse les 30 000 c'est dans les prochaines semaines, prochains mois, mais apparemment on est en train de travailler, on en parlera plus tard quand on arrivera ici. Donc résistance à 19 000, 20 000 dollars. Quand on l'a repassé fin 2020, on a eu un bull run où les cours sont passés de 20 000 dollars à 60 000 dollars en à peine 4 mois et dans cette grosse montée, on a pu matérialiser 3 zones. La zone des 30 000 qui a été la première zone de consolidation lors de la première poussée, zone que l'on travaille actuellement, que l'on pensait travailler lors de la grosse baisse ici en janvier, mais les acheteurs sont rentrés avant. Tout le monde attendait les 30 000 dollars pour rentrer. Le marché a pris les acheteurs à contre-pied et on est remonté à partir des 33 000. Mais on vient le retravailler maintenant ici. Ensuite, la deuxième zone qu'on avait identifiée lors de la montée, c'est la zone de résistance entre 41 et 42 000 dollars. Et enfin, la dernière zone, la zone des all-time high qu'on a réussi à mécher pendant 4 ou 5 semaines ici, vers les 61 000 dollars. Donc j'aimerais bien focaliser sur cette zone des 30 000. Donc c'est une zone qui a fait support lors de la première consolidation de la première vague, qui a fait support 3 fois au mois de janvier 2021, qui a fait support ensuite 1, 2, 3, 4, 5 fois. On a travaillé 5 fois entre le mois de mai 2021 et le mois de juillet 2021. Et là, on est en train de le travailler pour la 3e semaine consécutive suite à la 2e jambe de baisse qui a commencé au mois de novembre 2021. On est même venu se faire une frayeur. Première fois qu'on le mèche il y a 3 semaines. On a encore un peu méché la semaine dernière. On avait une belle bougie de retournement ici il y a 2 semaines. Pas confirmée malheureusement la semaine dernière, car on a fait une bougie rouge encore. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies rouges. Ça ressemble un peu aux indices, tout ça. Donc on a vraiment la réponse qu'on se posait depuis le début de l'année. Est-ce que les cryptos et le Bitcoin en particulier seraient une valeur refuge en cas de chute des indices? Là, on a la réponse. Je vous avais fait une vidéo il y a 2 semaines là-dessus. Si on regarde le cours du Bitcoin et le cours du Nasdaq, par exemple, les deux cours sont vraiment calqués.
Donc voilà, non-croisement baissier ici, suite à la fin de baisse de la première jambe, non-croisement baissier, donc reprise de tendance baissière, confirmée, on fait des plus bas que le plus bas d'avant. On n'est pas en excès baissier ici. La distance entre le prix et la M20 est assez grande, mais pas encore grande pour justifier un excès baissier. Et on voit que là, on pourrait très bien partir en zone latérale sur cette zone des 30 000 dollars. 30 000 dollars, on pourrait partir en zone latérale pour attendre cette cette M20 ici, voir, on verra ce qui va se passer d'abord avec le contact avec la M7, puis ensuite avec la M20. Les bandes de Bollinger s'ouvrent, mais ce n'est pas très, très spectaculaire. Donc, à suivre cette semaine, si on va sur une consolidation, on vient travailler ce support moyen terme des 30 000 pour après peut-être repartir vers le haut. Et si on casse, on a la M200 en soutien et les 20 000 dollars. Mais bon, la zone des 30 000 est quand même assez importante. Il faudrait une nouvelle exogène, un nouveau catalyseur pour casser vers le bas, à mon avis. Si les choses restent comme elles sont actuellement, la target des 30 000 dollars qu'on aurait dû atteindre au mois de janvier, on l'a atteint maintenant. Peut-être un bon moment pour rentrer. Si vous rentrez, n'oubliez pas, mettez des stops courts. Les stops, ça nous fait perdre pas mal de fois les positions, mais il suffit d'une fois pour préserver son capital. Hein. Si on met pas de stop, on peut tout perdre. En daily, maintenant, voilà, en daily, confirmation donc de ce range latéral depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, depuis 2 semaines. On est en dérive latérale sur cette zone de support entre 29 485 et 30 700 dollars. Donc si on regarde ça un peu plus large, on voit le plus haut ici. On va faire une prolongation de Fibonacci pour voir si la target de Fibonacci au niveau de la baisse est atteinte. Donc un plus haut, un plus bas, un nouveau plus haut, et on voit qu'on est au 61,8 de Fibonacci, 26 000 dollars. On a fait un plus bas à 26 600. Donc on peut dire qu'on a presque atteint la target Fibonacci au niveau de cette deuxième vague de baisse. On vient retravailler le bas du canal baissier qu'on avait tracé ici, les bandes de Bollinger, attention, très important. Les bandes de Bollinger commencent à converger, donc on rentre en phase 3 des bandes de Bollinger, donc le mouvement baissier normalement est fini. C'est ce que nous disent les bandes de Bollinger. Je vous rappelle, les bandes de Bollinger, il y a 4 phases. Phase 4, c'est la phase d'attente. Ici, les bandes de Bollinger sont horizontales. Phase 1, la phase d'attaque, c'est-à-dire que les cours prennent une tendance, que ce soit une tendance baissière, une tendance haussière, et les prix attaquent les bols. Donc, dans ce cas, attaque baissière, bol inférieur attaqué. Phase 2, c'est quand une des deux bols, la bol opposée au mouvement, change de direction et les deux bandes de Bollinger deviennent convergentes. Voilà, fin de phase 2. Là, normalement, c'est déjà une fin de première attaque baissière. Et pas mal de fois, dans ces phases 2, l'attaque baissière ou haussière, donc dans notre cas, l'attaque baissière est finie. Et ensuite, la phase 3, quand les deux bandes de Bollinger convergent, c'est-à-dire qu'on part sur un range, sur une dérive latérale, sur une consolidation, pour après revenir en phase 4. Donc vous avez bien compris que la phase la plus intéressante pour les traders, c'est la phase 1, c'est quand le cours prend une direction et qu'on attaque la bol. Voilà. Je vous fais ça un petit rappel. Sinon, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo que j'avais dédiée là-dessus sur le canal de YouTrading.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Confirmation également, la M7 devient horizontale. Donc là, les cours, on va tranquillement attendre le contact demain ou après-demain, probablement avec la M20. Et là, on verra un peu ce qui se passe, hein. Si la M20 reste descendante comme cela, possibilité de non-croisement baissier, c'est-à-dire que, comme on voit ici, la M7 vient vers la M20 et change de direction. Non-croisement baissier, reprise de tendance, et on va faire des plus bas que les derniers plus bas. Mais là, avec une dérive de 14 bougies, 14, 15, même 16 bougies, la M20 qui est la moyenne des 20 derniers jours, dans 4 ou 5 jours, quand on aura supprimé ces grosses bougies assez importantes, assez hautes, par des petites bougies peut-être égales à ces dernières ici, la moyenne va probablement être la même, donc la M20 deviendra horizontale. Si la M20 devient horizontale, la M7 casse la M20 et on revient vers le haut. Là, vraiment, on est en train de dessiner une hésitation, une consolidation latérale, une dérive latérale de cette phase de descente, une dérive bien construite qui va permettre probablement à la M20 d'être horizontale. Si la M20 est horizontale et la M7 est montante, ce sera beaucoup plus facile à passer. Les points à vérifier, à contrôler, donc sur le Bitcoin, le canal supérieur du canal baissier, ici à 34 300, 44 200 points. Donc là, avoir réaction du Bitcoin là-dessus. Et sinon, la cassure des 28 700 points, le bas du canal, voire pour aller chercher un double bottom à 26 800, pourquoi pas. Mais c'est à mon avis, si on casse cette borne, ce canal inférieur du canal baissier, on aura un non-croisement baissier et on ira plus bas que ces 26 700 points, peut-être pour aller chercher les 26 000 $, pardon, qui sont le retracement, les prolongations Fibonacci, les 61,8, ce que je avais dessiné avant, ou alors retour vers le haut. Je me mouille un peu, pour moi, je pense pas qu'on cassera les 30 000 de manière assez forte pour aller chercher les 20 000, mais j'attends plus un rebond peut-être court terme, mais donc à suivre, hein, la cassure de ce canal baissier pour après rejoindre la borne, la prochaine borne ici vers les 42 000 points pour aller chercher donc le dépassement des 40 000 ici. On va maintenant voir l'Ethereum. L'Ethereum en vue hebdomadaire, c'est un peu la même histoire que le Bitcoin. On avait une première attaque, un premier bull run fin 2017, début 2018. Le contact et le franchissement de cette résistance à 1450 $ a propulsé le cours de 1450 à 4370. Donc, comme le Bitcoin, le cours a été multiplié par 3 en 3 ou 4 mois. C'est vraiment une montée impressionnante. On a ensuite identifié ici une première zone de consolidation de la première attaque haussière vers les 2070 $, donc entre 1800 et 2000 $. Et c'est la zone que l'on travaille actuellement, hein. Là, on a par contre 3 points qui nous permettent de tracer une résistance plutôt qu'une zone. Donc, on va être un peu plus précis. Dans le cas de l'Ethereum, on va tracer cette résistance à 1728 $, résistance que l'on a presque touchée il y a 3 semaines. Donc, pareil, hein, grosse attaque baissière sans relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies rouges. Et là, début de semaine où les cours auraient l'impression de vouloir rebondir. Comme le Bitcoin, non-croisement baissier ici, validé, reprise de tendance, on fait des plus bas que le plus bas d'avant. Presque en excès haussier, la M20 est assez loin des cours, donc probablement dérive latérale pour attendre cette M7 voire cette M20 et on verra ce qui va se passer après. Donc pour l'instant range à venir à mon avis. Si on regarde
L'Ethereum en daily, c'est un peu pareil que le Bitcoin, grosse cassure ici, en latéralisation depuis 2 semaines, consolidation latérale, ça peut être un drapeau aussi, attention, ça peut être un drapeau baissier aussi, si on casse par le bas. Si on casse par le bas, on doit replacer le mât vers le bas et on irait rechercher cette fameuse résistance long terme ici, qui est à 1400 $. Ben bon, ça c'est faire un peu de la futurologie. On va maintenant trader un peu ce que l'on voit. Actuellement, le trade à faire, un trade court terme, voire la cassure des 2140 $, qui correspondra probablement à la M20. On va voir ce qui va se passer au niveau du contact des prix à la M20. Et là, on pourra soit prendre une position vendeuse pour aller rechercher en TP final le plus bas à 1800 $, soit prendre une position acheteuse pour aller chercher cette trendline ici, qui est pas mal, hein, qui a été travaillée plusieurs fois, même voire plusieurs fois méchée, à 2500 $. Voilà. Les bandes de Bollinger, comme pour le Bitcoin, commencent à converger, mais nettement moins que le Bitcoin. Là, le Bitcoin, on voit que c'est une grosse convergence, que la bolle inférieure est montante. Ici, la bolle inférieure est horizontale. Elle devrait probablement monter dans les prochains jours, si jamais les cours sont en dérive latérale, comme on voit actuellement. M200, toujours à surveiller. Il y a beaucoup de traders, les traders investisseurs, les traders long terme, eux, ne prennent pas de position ou prennent des positions très courtes. Si on a les cours en dessous de la M200, c'est un setup très prudent, un setup qui marche. Donc, tant qu'on est en dessous de la M200, privilégier les petites lignes, hein, on est encore en trend baissier ici. On joue la contre-tendance. Et vous savez, jouer la contre-tendance, c'est ne pas hésiter à sortir dès qu'on a atteint notre target. Passons sur le Solana maintenant. Donc le Solana en vue daily, après le bull run qui a fait passer le cours de 30 $ jusqu'à 266 $. On a presque tout retracé. Et on vient rechercher, on vient retravailler une zone des 50 $ qui avait noté un premier plus haut du mois de mai 2021. On était en range là pendant pas mal de temps, depuis tout le début de l'année, en janvier 2021 jusqu'en mai 2022. Donc, depuis janvier 2022 jusqu'en mai 2022, on casse par le bas, attaque baissière, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, on vient chercher un plus bas, on arrive à travailler cette zone des 50, on vient même mécher les 50, c'était difficile de prendre une position ici. Les plus audacieux ont pris une position, mais c'est vrai que rentrer sur un excès baissier, ben, il faut avoir l'habitude, mais c'est assez compliqué. Dérive latérale ensuite, comme sur le Bitcoin et l'Ethereum, la M7 devient horizontale et maintenant on va attendre contact M7-M20 pour voir ce qui se passe, hein. Ce serait bien d'avoir 2 ou 3 jours de dérive latérale ici afin d'aplanir cette M20 et pour voir que le passage de la M7 à la M20 soit facilité, hein. Je vous rappelle, plus les bandes sont horizontales, plus moins elles offrent de résistance au cours. Donc là, si on dérive encore 2-3 jours ici en latéralisation, la M20 va s'aplatir et on pourra avoir un magnifique croisement aussi, M7-M20. Si par exemple on va chercher tout de suite la M20 ici, on aura probablement un refus. Si on a un refus, la M7 possible non-croisement baissier. Si on a un non-croisement baissier, reprise de tendance et on fera un plus bas que le plus bas d'avant. Donc restez prudent. Pour le trade, pareil, on va attendre le contact avec la M20. Si la M20 est encore autant verticale, on pourra chercher un short pour aller chercher les plus bas, par exemple les 44 en TP1 et les 38 en TP2.
ou alors, si on passe par le haut, aller chercher à l'achat. C'est assez difficile de passer pour la première fois. On aura peut-être une première tentative avec un échec, et puis on décédera une deuxième fois qui celle-là sera peut-être la bonne, car la M20 sera plus horizontale. Après le Solana, on va passer à l'Atome. L'Atome qui lui était haussier, un des rares qui était haussier au début de cette année 2022. On a cassé ici, et depuis la cassure au mois d'avril 2022, c'est-à-dire il y a un mois et demi, le cours a été divisé par presque 3. Hein. On est passé de 28 $ à 9 $ au plus bas, hein, donc cours divisé par 3, on voit la M20 descendante complètement verticale, la M7 verticale, tentative de consolidation ici, de reprise des acheteurs sur un premier support qu'on avait bien identifié qui a joué son rôle. Ça n'a pas marché, les vendeurs ont repris la main, non croisement baissier, on fait un plus bas que le plus bas d'avant, on descend d'un étage, 2 étages, et là, la fameuse attaque baissière d'il y a 2 semaines. Donc cette attaque baissière, on ne sait pas si c'est... on sait que c'est poursuivre le Bitcoin, et le Bitcoin a cassé, c'est peut-être les effets du Luna, hein. Je vous rappelle le Luna qui est en faillite, hein, le Luna qui était quand même la deuxième plus grosse pool au niveau de la TVL, l'UST qui était le stablecoin du Luna, qui était la troisième plus grosse capitalisation au niveau des stablecoins, donc ça a fait du bruit, et on est allé à un niveau en dessous qu'on avait également identifié il y a 2 semaines à 9 $. Si on m'avait dit à l'époque qu'on allait chercher les 9 $, ça m'aurait paru excessif, mais bon, on l'a fait. Comme pour les autres cryptos, dérive latérale depuis 2 semaines, la M7 montante, et là on est en avance par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum. On peut attendre un contact de la M20 demain ou après-demain, et on s'aperçoit que la M20 devient horizontale, donc on surveillera, je vais le noter en pointillé, on surveillera la cassure des plus hauts de ce range de dérive latérale qui correspondra donc à la M20 pour voir après aller chercher le niveau supérieur à 17 $. Comme pour les autres, bandes de Bollinger qui convergent. On arrive en phase 4 des bandes de Bollinger, on n'y est pas encore, mais on va probablement y aller rapidement. Si on regarde notre prochaine crypto maintenant, ce sera le fantôme magnifique canal baissier qui réagit au point près. Hein. Là, si on le trace un peu mieux, on va prendre les mèches, voilà, qui réalisent au point près. On fait un bord à bord depuis le début de l'année, mais par contre, cela nous a fait passer de 2,4 $ jusqu'à 20 centimes. Donc le cours a été divisé par 10, ce qui est monstrueux quand même en à peine quelques mois. Là, dérive latérale, grosse attaque haussière aujourd'hui. Actuellement, on est à 14-15%. Ça peut nous donner peut-être un indice sur ce qui risque de se passer sur les autres monnaies. C'est la première crypto qui attaque la M20. Apparemment, une attaque assez importante avec 15%. Une bougie assez grosse. La M7 qui vient attaquer la M20 qui est presque horizontale. Ça va être dur de passer la première fois parce que sa M20 n'est pas très horizontale encore. Elle est verticale, mais première attaque haussière, ça nous donnera déjà un peu l'idée de ce que peuvent faire les autres monnaies avec le contact des prix sur la M20, sur le graphe daily. On va passer maintenant à l'e-gold. L'e-gold, lui, qui tient assez bien cette attaque baissière, hein, même si au plus haut on était à 544 $ et là on est à 90 $, mais on avait clairement identifié le support des 100 $ depuis le début de l'année, on l'a cassé et là on est presque en train de le reprendre. On est à 93 $, on a eu une attaque baissière mais qui n'a pas été très très importante en pourcentage par rapport
à toute la vie de l'e-gold. Et là, pareil, dérive latérale, on est en train de consolider cette attaque baissière. On joue avec la M7 et on attend la M20 et on verra probablement le dénouement comme sur les autres cryptos avec le contact des prix sur la M20. L'AVAX maintenant, alors l'AVAX, bis repetita, un plus haut depuis novembre, des attaques successives baissières, des dérives latérales. On était en train de reprendre comme sur les autres cryptos un trend haussier léger qu'on a cassé une première fois. Accélération baissière il y a 2 semaines, on va chercher un plus bas et là on est en train de digérer cette accélération. On était en plein excès baissier, distance entre les cours et la M20 était assez importante, donc on fait une dérive latérale qui nous permet d'aplatir la M7 et on va chercher la M20. On est encore assez loin de la M20, ça peut peut-être durer encore 3-4 jours, on va voir ce qui va se passer quand les cours passeront les 37 $ et iront attaquer la M20. Donc vous avez vu, hein, les graphes sont tous similaires. Hein. C'est assez caractéristique des cryptos. Quand le Bitcoin est à plat, chaque crypto a sa vie. Quand le Bitcoin est en tendance, toutes les cryptos s'alignent sur les tendances du Bitcoin. Donc la tendance actuellement du Bitcoin, c'est une tendance baissière. On est en train de consolider la deuxième vague d'attaque baissière de l'année. Donc la VAX, pareil, comme pour le fantôme, si on dépasse les 36 $ contact avec la M20, à surveiller pour voir si on prend un short, si on a un échec lors de cette première attaque. Normalement, la première fois, c'est assez compliqué que ça passe. Hein. On voit ici, attaque de la M20, ça repousse. Là, attaque de la M20, ça repousse. Ou alors, si on passe, rentrer dans le sens des achats. Le sand, maintenant, pas grand-chose à dire. Hein. On a toujours cette trendline ici qui marque un peu la différence entre les haussiers et les baissiers. On l'avait cassé, on n'était pas reparti en tendance haussière, on avait rangé et on avait cassé le dernier plus bas de l'année en janvier 2021. Pareil, on est venu rechercher un nouveau plus bas à 1 $. Les 1 $ ont joué leur rôle psychologique et là, on rebondit. M7 et on va chercher la M20 comme sur les autres cryptos. Donc toujours pareil, on surveille contact M20 pour voir si on a un rejet pour aller rechercher les plus bas, pour aller rechercher les 1 $ ou alors si on passe. Attention, je vous rappelle encore une fois que la première fois, la probabilité de ne pas passer est plus importante que la probabilité de passer. On va passer au DOT maintenant, DOT de l'écosystème Polkadot. Donc on avait ce range clairement identifié de janvier à avril, attaque baissière, deuxième attaque baissière, et là on est en train de reprendre la résistance des 11 $. On est à 10,36 actuellement. Pareil, la M7 horizontale, même si là on avait un semblant de non-croisement baissier, mais bon, la distance M7, M20 était assez longue, donc on peut considérer que ça fait toujours partie de la tendance baissière. Hein. Ce n'est pas un non-croisement baissier où on devrait aller chercher plus bas que le dernier plus bas des 7 $, mais là, tendance baissière, on attend la M20 et on verra ce qui se passe avec le contact M7, M20 comme pour les autres cryptos. On continue avec le Matic, on voit que c'est la même configuration, on casse ici, attaque baissière, grosse bougie vendeuse, et après dérive latérale. On reprend la dernière support qui est devenu résistance qu'on a cassé. On est en train de travailler la M7, les acheteurs sont en train d'accumuler au niveau de cette M7, et les vendeurs attendent les acheteurs à la M20, et là on verra ce qui va se passer quand on aura le contact M7, M20. Et on finit par une petite dernière qu'on a rentrée, le KSM. Donc le KSM, je vous rappelle, le KSM est la deuxième monnaie, l'expérimentale en fait du DOT. De l'écosystème Polkadot. Donc là, on a la grosse attaque baissière ici, avec un niveau que l'on avait cassé
un niveau, une résistance que l'on pouvait identifier depuis le 25 février, qu'on a cassé, attaque baissière, dérive latérale, on est presque contact avec la M20, on surveillera la cassure des 90, cassure des 90 qui correspondront quand ce sera cassé ou quand ce sera atteint avec la M20. Donc voilà, amis de YouTrading, vous avez compris, après les grosses attaques baissières qu'on a connues il y a 2 semaines, on est en train de consolider en latéral, on est en train de consolider l'excès baissier, les acheteurs sont en train d'accumuler, les vendeurs attendent tranquillement leur heure, c'est-à-dire tout va se passer dans les graphes daily quand les cours vont rejoindre la M20. Je vous rappelle rapidement que c'est assez rare de passer la première fois, donc on peut peut-être s'attendre à un premier rejet de la M20. Pour aller repartir en dérive latérale sur les plus bas qu'on a atteints il y a 2 semaines, pour après vraiment avoir une M20 horizontale et cassée par le haut. Voilà, amis du trading, c'était 10 de Pépitor. J'espère que ce débrief vous a plu. Si vous avez aimé, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que l'on poste, moi ou mes collègues Gilles Santacreux et Caroline. Merci, au revoir à tous.